Merci de rester avec nous dans la deuxième partie de notre émission Les Jours du Seigneur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, comme annoncé dans cette émission d'aujourd'hui, nous avons nos invités et nous allons parler de notre maison commune, la protection de la forêt. Nous avons le plaisir de vous présenter cette émission consacrée à la présentation du projet renforcement des capacités des parties prenantes et cadre des concertations dans les Maïndombe, financé par les Fonds des Nations Unies pour la démocratie, FNID, la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, à travers son bureau de liaison avec les parlements BLP en sigle, œuvrant sur terrain avec la cellule citoyenne de liaison parlementaire provinciale, CPLP Maïndombe. Alors, pour en parler, nous allons recevoir dans cette émission d'aujourd'hui Maître Jean-Paul Mulianga, directeur du bureau de liaison avec les parlements de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Nous avons aussi M. l'abbé Jean-Paul Lukutu, prêtre du diocèse d'Inongo, à qui j'ai dit bienvenue et bonjour. Merci. Merci, ma soeur. Sentez-vous à l'aise dans cette émission Les Jours du Seigneur. Comme je viens de le dire tout à l'heure, là nous allons nous conduire bien sûr au diocèse d'Inongo pour parler de cette sensibilisation qui sera réalisée par les bureaux de liaison avec les parlements de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et nous avons l'honneur que le directeur de ces projets est ici, Maître Jean-Paul Mulianga. Alors, Maître, pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'objectif principal de ces projets mis en œuvre à Maïndombe? Merci beaucoup, Sœur Aimée, de cette opportunité que vous nous donnez au niveau de la SECOS pour parler de notre projet. C'est un projet de la SENCO qui est intitulé « Sensibilisation pour la protection des forêts des communautés locales ». Projet financé par les Fonds des Nations Unies pour la démocratie, basé à New York. Et ces projets visent à renforcer les organisations de la société civile et certaines catégories de la population, comme les populations autochtones, les femmes, les jeunes, à jouer leur rôle pleinement dans la surveillance environnementale et la protection de leurs forêts. Mais souvent, on vous voit avec les parlementaires, vous êtes plus dans la démocratie, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, SENCO, BLP SENCO, se trouve dans la forestation? C'est une très belle question. Nous sommes là dans le cadre de la gouvernance forestière. La gouvernance embrasse toutes les, je peux dire, toutes les couches donc, de la stratification sociale. Et vous parlez de forêt, la forêt est liée à la terre, comme vous avez dit, notre maison commune. Et cette terre appartient à qui? Qui sont les propriétaires de la terre? On va dire de l'État, mais c'est aussi les populations, les communautés. Donc cette terre doit être gérée. Cette terre et ses retombées, ou voilà, doit être gérée de façon satisfaisante pour les populations. Et qui gère ça? Les pouvoirs publics sont impliqués. Et les populations ne vont pas rester bras croisés et doivent s'impliquer dans cette gouvernance forestière pour qu'au finish, elles soient les bénéficiaires du produit final qu'on recherche là, dans la bonne gouvernance forestière. C'est finalement au profit des populations. Voilà pourquoi cette démarche nous a intéressés au niveau du bureau de liaison avec le Parlement, où nous devons lier tous nos projets. Maintenant, on parle de l'écologie intégrale. On ne peut pas concevoir un développement humain intégral sans cette écologie. Et notre pape, qui vient de nous quitter, d'heureuse mémoire, pape François, insistait justement sur cela. Et nous avons saisi l'opportunité d'un appel d'offres mondial du Fonds des Nations Unies pour la démocratie pour aussi proposer notre idée. Et Dieu merci, cette idée est passée. Voilà. Voilà. Alors, la question qui concerne M. l'abbé Jean-Paul, parce que le projet sera exécuté à Maïndombe. Dites-nous, entre l'exploitation et la conservation de la forêt, où est-ce que la population se retrouve? D'abord, il faut commencer à élucider les deux concepts.
L'exploitation dont nous pouvons parler ici, il s'agit de l'exploitation forestière de bois d'œuvre. Et là, nous pouvons citer qu'il y a deux sortes d'exploitation. Il y a l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. Au niveau du diocèse de Mai-Ndombe? Oui. Et c'est depuis le temps de la colonisation en 1949 où il était dit que lorsqu'on va exploiter le bois dans un terroir, question d'amener quelques présents. Et au fur et à mesure que les gens ont pris conscience, ils ont commencé à revendiquer leurs droits, puisqu'il y a eu déjà cette ouverture démocratique qui s'est faite. Bon, finalement, grâce aux efforts de la société civile, mais aussi de l'État, il y a eu un arrêté qui a permis d'avoir un cadre de discussion, disons, un cadre juridique qui permettait aux communautés de revendiquer leurs droits. Ainsi, il y a eu des assises d'échange qui ont produit les clauses sociales de cahier de charges. C'est-à-dire que les communautés doivent mettre leurs revendications, leurs priorités, établir un cahier de charges qu'ils soumettaient. Et à la fin, puisque l'État avait déjà mis un mercuriel de prix... C'est que la population devait suivre. Oui, c'est-à-dire et la population et le porteur de projet ou l'exploitant. Finalement, ils avaient en leur compte un montant, prenons le Wenge, l'exploitation du Wenge par mètre cube de bois, ça revenait à 5 $, et à la fin, on calcule le nombre, ce qui pourrait donner à une communauté, par exemple, d'avoir 500 000 $ et qui devait être géré et qui a produit quand même certains fruits, notamment la construction des écoles, la construction des centres de santé, l'aménagement de pistes à travers les forêts pour permettre aux communautés d'évacuer leurs produits. Mais arrivé maintenant un temps où les gens ont pris conscience à haut niveau, au niveau des sommets mondiaux, qu'il fallait, compte tenu de la situation actuelle du changement climatique, il fallait maintenant qu'on arrive à diminuer la pression qu'on exerce sur la forêt. Alors, donc ce qui fait que toutes ces sociétés commençaient à fermer ou à diminuer l'exploitation. Du coup, il n'y a plus de routes, il n'y a plus de ponts. Du coup, il n'y a plus de produits de première nécessité qui arrivent dans le coin, puisqu'il faut conserver la forêt. Donc c'est un défi économique, la fin de l'exploitation forestière. De l'autre côté, à cause du changement climatique, on a besoin de conserver. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que la conservation amène à ces populations? C'est un grand problème. Il y a eu maintenant des projets, des programmes qui ont développé cette option d'inciter les communautés à conserver leurs forêts. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on doit? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont proposé à ces communautés? Un, ils les amenaient vers les savanes pour faire des plantations en savane. Et les premières plantations sont des plantations d'acacia, puisque c'est une essence forestière à croissance rapide. Bon. Entre-temps, pour les amener en savane, ils les incitent à un paiement de services environnementaux. Si vous avez changé de pratiques, de mauvaises pratiques qui agressent la forêt, bon, on regarde certaines performances enregistrées, on vous paye. Mais les besoins des communautés... Les sociétés qui payent les communautés. Non, ce sont des programmes. Par exemple, le programme CAFI, qui, à travers le programme d'investissement forestier en RDC, donc, ils ont développé certaines approches pour ne pas agresser la forêt, notamment arriver en savane, notamment augmenter donc les capacités forestières en forestant de nouveau la forêt, oui. En y mettant par exemple des essences durables comme le cacao, le café. Bon, il n'y a que le projet a ceci de spécifique, c'est disons, c'est une incitation, c'est un modèle
Donc, il n'embrase pas toute la société. C'est très intéressant. Ouais. Merci beaucoup pour Ouais. ces explications. Nous allons revenir encore à Maître Jean-Paul. Maître Jean-Paul, il y a aussi dans les Bas-Congo, il y a aussi à l'Équateur, on exploite aussi les bois, comme M. l'abbé Jean-Paul vient de le dire. Pourquoi avez-vous choisi seulement la province de Mai-Ndombe? Merci beaucoup pour cette question. Donc, ma soeur, on a choisi la province du Mai-Ndombe parce qu'il fallait choisir bien quelque part. Donc, notre pays est très vaste. Nous avons des forêts, justement, comme vous avez dit, dans les Congo central, à l'Équateur, même en province orientale, partout il y a des forêts. Mais on ne pouvait pas aller partout. Donc, d'abord, la limitation des moyens du projet. Les moyens du projet étaient limités, ne pouvaient pas nous permettre de nous étendre partout. Mais il fallait faire quelque chose. Et justement, le Congo central aussi avait des atouts, parce que Mai-Ndombe comme Congo central, ce sont des provinces qui sont voisines à la ville-province de Kinshasa où nous sommes établis. Mais comme il fallait, au finish, avoir un seul lieu, bon, le dévolu est tombé finalement sur le Mai-Ndombe. Surtout dans cette province, les BLP, donc le Bureau des liaisons avec le Parlement, dont j'assume la direction au niveau de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a travaillé depuis longtemps avec les ramifications en province, et la province du Mai-Ndombe a cela de particulier que la cellule de liaison parlementaire provinciale, CLPP du Mai-Ndombe, était animée justement par M. l'abbé Jean-Paul. Voilà. C'est cette relation-là que vous voulez encore exploiter? Ce n'est pas une relation personnelle, mais c'est au niveau structurel. Bureau de liaison du Parlement national avec les cellules de liaison parlementaire provinciale. Et au Mai-Ndombe, on voit qu'il y a une base solide. Une base solide avec qui vous pouvez collaborer. Qui pouvait, dont le bailleur de fonds était très, très catégorique, que ça pouvait peser à son niveau. Parce que si cette relation n'était pas solide, on n'allait pas passer. Je vous dis que c'est un appel d'offres mondial. Donc, oui. C'est cette collaboration professionnelle. Mais c'est l'abbé Jean-Paul. Je pourrais ajouter sur ce qu'il a dit. Donc, dans l'histoire, comme il venait de le dire, le BLP s'était déjà investi dans le Mai-Ndombe. D'abord, il y a eu un monitoring qui a été fait sur la gestion des ressources naturelles. Je pense que c'était l'unique à l'époque. Et aussi dans les cahiers de charges qui venaient du Mai-Ndombe, puisque le bureau de liaison, en accompagnant les communautés à travers le CLPP, avait besoin de cahiers de charges pour faire des plaidoyers au niveau national. Et des problèmes qui venaient du Mai-Ndombe dans les plaidoyers étaient liés à la terre, étaient liés à la forêt. Donc, avant même qu'on commence cette problématique du réchauffement climatique, vous y avez travaillé. On y avait déjà travaillé avec. Alors, je voulais savoir quels sont les principaux défis environnementaux auxquels votre population ou les diocèses d'Inongo fait face. Oui, pour mieux comprendre ces défis, il faut savoir qu'en 1973, il y a eu la loi Bagajika qui a permis aux porteurs de projets d'acheter de grandes étendues. Donc c'est là où commençait l'accaparement de terre, oui. D'où il y a le problème foncier qui commençait déjà à se poser. Et aussi, il faut savoir dans notre pays, le plus de problèmes qui affluent dans les tribunaux, ce sont des problèmes fonciers. Alors, de plus en plus, les communautés perdaient leur pouvoir d'être concessionnaires. Donc ce problème-là, aujourd'hui, se pose avec acuité, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que les gens Mai-Ndombe n'avaient pas profité des dividendes, la gestion des ressources naturelles. Et ce qui fait que ce peuple est resté pauvre. Ajouté à cela, ce peuple a un défi naturel, c'est d'être une région où les trois quarts constituent les eaux. C'est parce là qu'il y a des inondations continuelles. Oui, il y a ça aussi. Et à l'intérieur, il n'y a plus de route. Donc ce sont des défis qui font que, malgré ces efforts pour gérer ces ressources, ils n'arrivent pas à se développer. Est-ce que l'Église a un programme de sensibilisation en ce sens-là, les diocèses, disons?
Oui, il le fait à travers toujours le programme LASENCO, à travers le programme de la commission épiscopale pour les ressources naturelles. Et c'est à travers cette commission que le diocèse essaye un peu de sensibiliser la population. La population. Et puis, à travers les paroisses elles-mêmes. Oui. Voilà. Maître Jean-Paul, vous avez autre chose à ajouter sur soit la première question ou la deuxième question de... C'était par rapport à l'historique, pour dire que j'étais de cette évaluation-là qui était descendue à Maïndombe, mais là j'avais accompagné M. l'abbé Jean-Pierre Mouingissa, le premier directeur du bureau des légions avec le Parlement. Donc moi j'étais en ce moment-là à la commission épiscopale Justice et Paix comme chargé de programme gouvernance participative. Vous étiez encore trop jeune alors? Bon, très jeune, je ne sais pas. Je ne pense pas, j'étais déjà âgé. C'était pas, non, Mouingissa est venu, c'est mon prédécesseur au BLP. Okay. On était descendu avec lui à Nyoki. À Nyoki. Oui, moi je sais pas tout, c'est à Imongo. Et c'est pour montrer que c'était un BLP qui était dirigé par un autre. C'était pas Jean-Paul, c'était M. l'abbé Jean-Pierre. Mais moi, j'ai servi de lien entre la commission épiscopale Justice et Paix, du temps du père Clément Makiobo, qui m'avait aussi donné la mission de les représenter dans les travaux avec le bureau des légions et le Parlement. C'est comme ça que, comme j'ai dirigé un programme qui s'occupait des cellules de liaison parlementaire provinciale, dont les CLPP dont a parlé M. C'est comme des BLP, mais au niveau des provinces. Donc c'est moi qui m'en occupais au niveau de la commission épiscopale Justice et Paix. Et à ce titre, on m'avait collé à M. l'abbé Jean-Pierre et on avait fait la tournée dans certains diocèses pour faire les évaluations qui ont justement amené à la rédaction de ces cahiers de charges. Donc j'accompagnais comme technicien de la commission épiscopale Justice et Paix en ce moment-là, sans savoir qu'un jour j'essaierais... Vous serez vous-même à la direction. À la direction du BLP Senco. Voilà, je reste toujours avec vous, directeur Maître Jean-Paul. Qui sont les principaux partenaires impliqués dans ces mises en œuvre de ces projets? C'est l'une des régions parlementaires provinciales de Maïndombe. Mais les partenaires, ce projet, vous avez dit qu'il est porté par la Senco, parce que c'est le secrétaire général de la Senco qui a signé même le contrat avec les Nations Unies de New York. Mais les partenaires, donc c'est d'abord les Fonds des Nations Unies pour la démocratie, FNUD, on n'est pas confondre avec les PNUD, mais quand même les PNUD RDC, nous lui rendons hommage parce qu'il avait recommandé notre projet. Donc le département de la gouvernance du PNUD RDC avait quand même recommandé notre projet auprès du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, qui est basé au siège même des Nations Unies. Donc ce n'est pas un projet qui est basé ici, c'est basé à New York au siège des Nations Unies. Mais le PNUD de la RDC avait fait une recommandation, parce que nous connaissant notre série dans le travail, ils avaient recommandé de nous rendre hommage. Donc ici sur place, le PNUD comme il est à New York, il va agir ici à travers les bureaux du représentant résident du système des Nations Unies, qui a désigné, je crois, une experte pour faire le suivi de la mise en œuvre du projet. Donc, le bureau résident, donc nous avons la Senco, les Nations Unies, et la Senco agit par son bras séculier, qui est le bureau des légions avec le Parlement. Donc, BLP, vous êtes même directeur. Et sur les terrains en province, nous avons la cellule de liaison parlementaire, CLPP Maïndombe, mais qui ne va pas travailler seul, qui va travailler avec des organisations de la société civile localement, mais aussi notre commission justice et paix du diocèse de Inongo et l'observatoire des ressources naturelles du diocèse d'Inongo seront impliqués aussi dans ce travail. M. Rabin ne vous a pas dit qu'il est aussi coordonnateur provincial. Groupe de travail Climared. Climared de Maïndombe, de la province du Maïndombe. J'étais sensible. Voilà. Okay. Alors, M. l'abbé, justement, pensez-vous que ces projets pilotés par BLP Senco pourra en quelque sorte renforcer la gouvernance forestière dans cette zone-là où la population est un peu fragile avec la réalité du moment? Exactement, puisque nous disons que la gouvernance que le BLP et la Commission épiscopale justice et paix promeut est une gouvernance participative.
C'est dire que chacun peut mettre la main dans la pâte. Et la commission, plutôt le bureau de liaison avec le Parlement de la Senco, va apporter sa contribution pour que le Mai-Ndombe puisse mieux connaître, mieux gérer durablement ces ressources. Surtout, il va mettre l'accent sur les communautés locales. Puisque les communautés locales ont perdu ou continuent à perdre leurs concessions coutumières faute de connaissances. C'est comme on dit, mon peuple meurt. Par faute de connaissances. Faute de connaissances. Donc, le BLP, à travers les OSC, donc les organisations de la société civile, notamment la Commission diocésaine Justice et Paix, l'ORN, donc l'Observation des ressources naturelles d'Inongo, le CLPP, qui est justement cette plateforme qui arrive à rassembler tous les IOC, surtout dans la matière qui concerne la gestion durable des forêts. Mais il y a aussi une autre organisation que je pilote, c'est le GTCR, le groupe de travail Climat-RED rénové, qui s'occupe essentiellement justement... C'est vous qui avez créé ça ou c'est les diocèses où ça existe? Non, je suis parmi les cofondateurs au niveau national. Au niveau national, au niveau national. Et qu'est-ce que vous attendez des communautés locales? Leur participation, à quel niveau? S'approprier du projet d'abord. Ça, c'est un. De deux, d'acquérir des connaissances pour savoir que elle-même, il y a une ouverture faite du décret du Premier ministre sur l'attribution de concessions forestières, surtout coutumières. Donc, nous devons sensibiliser à partir des outils juridiques pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent conserver leurs concessions, mais il y a une procédure à suivre. À respecter, à suivre. Oui. Voilà. Alors, Maître Jean-Paul, bon, cette question, vous pouvez répondre à vos deux. Je commence avec Maître Jean-Paul. Les conflits liés à la terre sont fréquents partout à travers la République démocratique du Congo. Quel est l'impact de l'insécurité forestière sur les communautés locales? Si nous prenons les cas de Mai-Ndombe. Oui, vous savez que le Mai-Ndombe est parmi les provinces les plus proches des grandes villes, notamment Kinshasa, Brazzaville, Bandundu. Ce qui fait qu'il y a un besoin de plus en plus croissant de produits agricoles, de produits forestiers ligneux ou non ligneux, ce qui fait qu'il y a une grande pression qui s'exerce sur les forêts du Mai-Ndombe afin de répondre à ce besoin. Donc c'est une grande insécurité qui va jusqu'à causer aussi une insécurité alimentaire sur place, puisque il y a, de plus en plus, le Mai-Ndombe a perdu sa grande couverture forestière. Il est en train de se restreindre de plus en plus. Donc, en aval, ça serait un processus de désertification. Alors, ce qui fait qu'il faut déjà se prémunir de dispositions. Heureusement, au niveau légal, il y a beaucoup de lois qui ont été produites. Mais aussi, il faut que les gens changent de pratique. Il faut la sensibilisation. Il faut la sensibilisation. Ils doivent gérer de manière à prévoir quelque chose pour les générations futures, tout en pensant aux générations actuelles. Voilà pourquoi, au moment où le pays s'est engagé, depuis 2009, à conserver les forêts, à réduire la dégradation et la déforestation du projet, ce n'est pas seulement un problème de l'État, c'est un problème de tous les citoyens. Voilà pourquoi l'Église aussi s'inscrit dans ce processus pour prévenir un danger, non seulement au niveau mondial, mais surtout au niveau local. Parce que nous vivons là, donc avant de penser au niveau mondial. Ça cause déjà des maladies, des épidémies, tout ça. Encore la chaleur qui monte. Les climats changent. Alors, Maître Jean-Paul, vous avez introduit tout à l'heure une question. Je voulais vous poser d'ailleurs, après l'émission, quelles sont les étapes qui vont suivre? Merci beaucoup, ma soeur. Avant l'émission, vous avez vu qu'on s'est battu pour avoir les matériels de communication, qui est très important. D'ailleurs, nous remercions aussi la SECOS pour l'appui, non seulement pour l'enregistrement de l'émission ici, mais
l'appui technique que vous nous avez apporté pour nous aider à avoir un plan de communication et aussi les conseils dans la production des outils de communication qui sont très importants. Donc nous allons commencer par d'abord former, je crois la semaine prochaine, former nos membres, disons nos collaborateurs du bureau de liaison avec le Parlement de la SENCO qui s'approprient d'abord eux, ces projets, parce qu'ils vont travailler dans cet environnement. Les agents du BNP SENCO. La formation sera ici. Ici à Kinshasa, pour le BNP SENCO, c'est ici. Ce sont mes collaborateurs de mon bureau. Parce que je ne peux pas tout faire seul. Et il faut qu'ils comprennent bien les projets et tout. Donc ça, c'est ici. Ça, c'est dans quelques jours. Après, nous envisageons dans maximum 2 semaines une descente sur place à Inongo où les membres de la cellule de liaison parlementaire provinciale du Maïndombe, les membres de la commission justice et paix, les membres de l'observatoire des ressources naturelles des Maïndombe, les organisations de société civile, les communautés locales, les femmes, les jeunes et les communautés qui viendront des riverains là seront formés autour du projet de ces objectifs pour qu'ils aillent disséminer. Parce que ce n'est pas moi et M. Rabé qui vont nous multiplier pour sensibiliser partout. Les diocèses avec grands, les diocèses voilà, donc on ne sera pas allé partout non plus, avec les moyens limités. C'est 3 fois la Belgique. 3 fois la Belgique, exactement. Mais au moins qu'il y ait des messagers qu'on va former. Et cette formation va marquer aussi le lancement officiel. Les projets fonctionnent déjà, les projets ont été signés le 1er mai, mais on est en train de faire les activités préliminaires, mais ça sera lancé officiellement à Inongo. Et nous espérons la présence des autorités provinciales et surtout de notre père, l'ordinaire du lieu, Monseigneur l'évêque Léonard Bafidissoni, pour les lancements officiels du projet. Voilà. Et ce sera l'envoi en mission de tous les animateurs, de tous les formateurs qu'on va former là-bas. S'il sera envoyé en mission par notre père. Okay. Est-ce que vous prévoyez aussi la création des comités de surveillance pour les projets? Oui, nous avons prévu dans le projet justement le comité de surveillance qui vont être implantés auprès des communautés locales bénéficiaires. Ce sont eux qui doivent nous envoyer des signaux en termes d'alerte. Donc nous allons mettre un système, par exemple un système SMS, qui permet qu'en temps réel, tout le monde est informé. Informé, surtout le BLP, puisqu'il est là pour mission de relayer les préoccupations des communautés à la base, puisqu'il a la capacité juridique et organisationnelle d'aller jusqu'auprès des autorités locales, auprès de parlementaires pour non seulement donner l'information, mais plaider pour un changement éventuel. Voilà, malheureusement, l'État nous fait défaut, on ne peut pas tout dire dans cette émission des 30 minutes, on a dit l'essentiel. Sinon, nous restons ouverts, vous pouvez toujours venir nous donner des informations en rapport avec les projets. Mais avant quand même de nous séparer, je vais vous donner chacun de vous 1 minute de dire quelque chose, soit aux téléspectateurs qui nous suivent ou aux bénéficiaires de ces projets, autre chose peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'exprimer pendant nos échanges. Alors nous commençons avec l'abbé Jean-Paul. Merci pour la parole accordée. Aujourd'hui, le problème de l'environnement est un problème mondial qui non seulement intéresse tout le monde, mais aussi qui appelle tout le monde à un changement de comportement. L'appel a été lancé solennellement par le vénérable pape François, qui a dit qu'il faut remettre l'ordre dans la maison. Donc c'est un problème vital et nous lançons un appel pressant aux communautés locales du Maïndombe, aux gestionnaires de forêts du Maïndombe, mais aussi aux porteurs de projets de Maïndombe. Pour la SENCO, elle a toujours souhaité que la gestion des ressources naturelles puisse être au profit de tous, mais aussi
en respectant l'environnement. L'environnement, c'est comme l'habitat naturel de tout le monde, mais aussi de tous les biens de la terre. Et en conservant notre environnement, surtout les forêts, on voit qu'il y a retour de la biodiversité. C'est pour notre survie. En conservant aussi l'environnement, elle nous protège, c'est pour notre santé. Et aussi, en protégeant l'environnement, nous donnons une contribution au niveau mondial. Et d'ailleurs, il y a les efforts qui ont été faits jusque-là ont permis au Mai-Ndombe de capter, pas un financement, mais un crédit qui va l'aider pour la réhabilitation de certains services provinciaux. Ils ont capté 55 millions de dollars qui ne constituent pas un don, mais plutôt le fruit des efforts. Alors nous pensons qu'avec le BELPE-5O, en sensibilisant de plus les communautés, ça va donner une plus-value à l'ensemble du Mai-Ndombe et les retombées sur l'ensemble du monde. Du monde et de la RDC. Et de la RDC en particulier. Maître Jean-Paul, à vous la Merci beaucoup. Moi, ce ne serait pas très long parce que la BA vraiment... Moi, je vais rentrer à la doctrine sociale de l'Église. Puis, dans les compendiums de l'Église, les compendiums, la doctrine sociale de l'Église qui, au numéro 193 et 482, 193 c'est sur la solidarité, 482 c'est sur les droits des communautés locales à disposer de leurs terres. C'est un droit qu'on doit vraiment respecter. Sinon, comme j'ai dit au début, il n'y aura pas un développement durable. On voit mal comment on va développer durablement ces contrées en violant les droits des communautés qui y habitent, qui ont toujours habité là. C'est vraiment impossible. Et en nous basant sur le principe de la solidarité aussi, avec les 193, l'Église nous amène la SENCO et s'habilite à amplifier la voix des faibles, ce qu'on appelle les sans-voix. La SENCO s'implique là pour amplifier leur voix, pour que cette voix, sa cri-là soit entendue par les puissants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie, vous deux, d'avoir accepté de passer dans cette émission Les Jours du Seigneur. Je rappelle aux chers téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent que nous venons de parler sur la protection des forêts des communautés locales, les cas du diocèse d'Inongo. Et nous avons reçu dans cette émission d'aujourd'hui Maître Jean-Paul Moulianga, directeur national des bureaux de liaison avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et M. l'abbé Jean-Paul Lokoutou, prêtre du diocèse d'Inongo, qui sera justement dans cette équipe de pilotage de ces projets pour la protection des forêts au niveau du diocèse d'Inongo. Merci d'être passé dans cette émission. Merci avec l'espoir que vous allez encore revenir avec d'autres informations. Chers spectateurs, chers auditeurs, l'émission n'est pas encore finie. Nous allons juste marquer une pause et nous allons revenir encore pour la suite de cette émission.